Imagine t'es là, Pépouze, c'est dimanche, et tu reçois ce genre de message. Écoutez, on réalise ses rêves comme on peut, hein. Vous l'avez compris, aujourd'hui on part dans un date musée avec Namjoon. Plus de 2 ans après ma vidéo où je découvre BTS, c'est le moment tant attendu d'une partie 2. Parce que oui, de l'eau a coulé sous le pont depuis 2 ans. J'ai perdu beaucoup d'argent. Écoutez, je suis adulte, si je ne peux pas faire à mon âge ce que je veux de mon argent, à quoi bon vivre? Vous inquiétez pas, hein, pas besoin d'avoir un bac plus 12 en histoire de la K-pop pour comprendre cette vidéo, hein. Donc rapido, hein, BTS, groupe de K-pop coréen. Et il y a Namjoon, qui est le leader du groupe, sous le nom de RM dans le biz, qui est féru d'art en fait, et de nature. Et au début de l'année, chacun des membres du groupe a créé un compte perso sur Instagram où chacun partage sa passion et du coup, en ce qui nous concerne, chez Namjoon, c'est la nature, mais surtout l'art. Et vu qu'il voyage à travers le monde, il a la possibilité et la chance de voir plein d'expos à travers le monde et de nous les partager. Néanmoins, si je peux me permettre un léger petit bémol, parfois il y a le nom du musée, parfois pas, parfois on a ni le musée, ni l'artiste, ni rien du tout. Du coup, pour les gens comme moi qui aimeraient bien savoir d'où ça vient, c'est un peu relou. Mais heureusement pour nous, Internet est grand et le cerveau collectif est énorme. Du coup, en fait, il existe des comptes Twitter qui reprennent les posts et les machins où c'est des personnes férues d'histoire de l'art avec un gros cerveau plein de connaissances qui disent d'où ça vient. Ce sera ma seule critique de toute la vidéo. Jusque-là, tout est assez normal, hein, vous me direz, c'est un type qui aime l'art comme moi, comme vous et comme tant d'autres personnes sur la planète. Sauf qu'en fait, lui, il est en train de devenir next level, quoi. Le 28 août dernier, il y a un article qui est apparu dans le New York Times sur lui. Et en fait, dans cet article, on apprend pas mal de choses très intéressantes. Tout est très intéressant, je sais pas si vous avez compris. On y apprend déjà qu'il est fan d'art conceptuel et particulièrement de l'artiste japonais Onkawara, et l'art conceptuel Kezako. D'un côté, on va avoir l'art dont l'idée prime sur la réalisation. En général, c'est ce à quoi on pense quand on pense à art conceptuel, c'est-à-dire le concept, avant l'œuvre d'art. Mais après, c'est vrai que si on prend cette idée-là, on va pas rester que dans l'art conceptuel auquel on pense, enfin celui qui a qui est là depuis 60-70 ans, parce que ça existait déjà, genre au 15e, au 16e ou quoi, par exemple même juste avec Léonard de Vinci, qui disait que l'art est chose mentale, parce que le travail de l'esprit tient une grande part dans la réalisation d'une œuvre. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont là pour la production de l'art et le qu'est-ce que quoi l'art. El famosa question, qu'est-ce que l'art? Et pour représenter ça, quoi de mieux que la sainte trinité de la chaise de Kossuth, où vous allez vous retrouver face à une chaise en bois, une photo de la chaise en bois et la définition d'une chaise. Et c'est là que s'installe le paradoxe de tout le truc, c'est-à-dire que qui est la vraie chaise? Parce qu'une photo, il faut savoir que c'est la représentation de quelque chose, c'est pas le vrai truc quand on regarde une photo, c'est pas le truc qu'on regarde, c'est sa représentation. C'est d'ailleurs tout le truc de ceci n'est pas une pipe, c'est pas une pipe parce que c'est la représentation d'une pipe, parce qu'une pipe, c'est une vraie pipe, quoi, c'est pas un dessin d'une pipe. Donc, en gros, il y a à la fois l'idée et la tautologie. Mais si vous voulez en apprendre plus sur l'art conceptuel, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'art conceptuel. Elle date, hein, c'est vraiment genre à l'ancienne. D'ailleurs, gros big up à celles et ceux qui sont là depuis le mur rose, parce que c'est waouh. Maintenant qu'on a expliqué vite fait qu'est-ce que quoi l'art conceptuel, on va se pencher un peu plus sur Onkawara. Il est principalement connu pour sa série Date Painting. Le protocole pour la réalisation de ses œuvres est très rigoureux. Donc le concept de l'œuvre, c'est de peindre la date du jour. La réalisation ne doit pas dépasser une journée. Si c'est le cas, l'œuvre est détruite et on recommence à zéro. Tout est fait à la main par l'artiste, pas d'atelier, pas de pochoir. Le format de la date est écrit dans le langage du pays dans lequel il se trouve, donc jour, mois, année, ou mois, jour, année, en français, en anglais, en fonction de là où il est, quoi. Le fond de l'œuvre est forcément un monochrome d'une couleur foncée, et au centre, il y peint la date en blanc, tout simplement. Une fois que c'est fini, il met la toile dans une boîte conçue sur mesure, avec à l'intérieur la première page du journal du jour, juste pour prouver que c'est le bon jour, quoi. Et là, vous vous dites, ok, et donc, où est l'art? Alors oui, on n'est clairement pas dans une œuvre jolie, dans une œuvre esthétique, j'entends, je comprends. Mais oserais-je soulever la question de qu'est-ce que le beau? Est-ce que l'art doit-il être forcément beau et esthétique? Je vais pas répondre à cette question, non. Je soulève juste, Tiens donc. Onkawara, vous l'avez compris, son délire c'est le temps. La temporalité, le passage du temps, marquer l'empreinte du temps et de son passage. Tout son travail est comme ça, toutes ses autres séries, toutes ses autres œuvres, c'est que ça. Il faut savoir aussi que les date painting, il en a réalisé à peu près 3000. Sachant que une œuvre, c'est un jour, avec quelques petits calculs mathématiques, on arrive à un chiffre de 8 années complètes où tous les jours, il a peint une œuvre. Bien évidemment, il l'a pas fait de manière condensée comme ça, mais en tout et pour tout, pour faire ces 3000 peintures,
il lui fallait 8 années complètes. Déjà, si on prend ça en compte et qu'on imagine qu'on se retrouve dans une pièce, dans une salle d'expo, où toutes ces peintures, ces date paintings, sont exposées. Déjà, il faut une grande salle pour pouvoir y mettre les 3000 tableaux. Et je pense qu'une fois qu'on se retrouve face à ça, on réalise ce que représente une journée pendant 8 ans. Dans le sens où vous voyez ces posters, ça a été à la mode il y a quelques années, où c'est plein de petits bonhommes, je crois qu'un bonhomme c'est un mois et une ligne c'est un an, et ça représente 80 ans. Et que du coup, genre, il faut colorier le petit bonhomme pour voir l'évolution, enfin où on se situe dans notre ligne de vie. Un peu glauque quand on y réfléchit. Par exemple, quand on arrive à 30 ans, comme moi, on a déjà colorié un tiers du poster. C'est pas ouf, je trouve. On est là devant le poster, on se dit « Ah ouais... » Ok, Onkawara, c'est ça. Ça aide à représenter, ça aide à visualiser. Alors oui, c'est pas de l'art esthétique, au sens où on l'entend, où c'est beau, machin et tout, mais c'est de l'art. Revenons à notre date musée avec Napjune, s'il vous plaît, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc là, on vient de sortir de la Dia Art Foundation de Beacon dans l'état de New York, un musée avec une très belle collection d'art conceptuel et minimaliste. On a vu les œuvres d'Onkawara, on a kiffé, maintenant on passe à la suite. Je me permets de mettre pause là. Vous voyez ce qu'on voit autour, en fait c'est son appartement. Et vous voyez, il y a des œuvres au mur, sur les étagères et tout. Il y a des œuvres partout. Des œuvres qu'il a achetées parce qu'il est devenu collectionneur, mais qu'il expose chez lui. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça va vous paraître genre qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est oui, Laure, il achète des œuvres, il les a chez lui. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo l'année dernière avec Arnaud de la chaîne Stupide Echo sur le Vortex, où justement je parle de ça. De comment les œuvres maintenant, des gros collectionneurs, elles étaient pas chez eux, elles étaient pas stockées dans des endroits qu'on pouvait voir, elles étaient dans des ports francs, et où vous et moi, on n'a pas accès. Et en fait, maintenant, être collectionneur d'art, il y a plus ce truc d'amoureux de l'art, c'est vraiment juste de la thune, de l'investissement, du retour d'investissement, de l'argent. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, vraiment je vous invite à aller la voir en toute modestie, hein, parce que je pense que vous allez apprendre plein de trucs, et c'est des choses que je ne traiterai pas sur la chaîne, donc autant en profiter. C'est sur le marché de l'art, la thune, les œuvres, comment ça coûte, le pourquoi, le comment. Et si c'est des choses que vous voulez apprendre, franchement, n'hésitez pas, cliquez. On prend nos clics et nos claques, et on part en Suisse, à Bâle plus précisément, pour la manifestation d'art contemporain Art Basel. Principal salon du marché de l'art international, Art Basel présente des œuvres du XXe et du XXIe siècle, plus de 250 exposants triés sur le volet, issus des galeries les plus renommées au monde, font de ce salon le plus grand musée éphémère. Les expositions prestigieuses présentent différentes formes d'art et d'œuvres variées, des grands maîtres contemporains aux talents émergents. Faut savoir que moi, tout ce qui est FIAC, Art Basel, Art Brussels et machin, des trucs comme ça, je déteste. Je trouve que la Biennale de Venise c'est un peu différent, c'est moins vomitif parce que c'est dans des pavillons, faut quand même se balader dans la ville et tout n'est pas condensé. Mais moi tout ce qui est foire, manifestation, je sais pas quoi, où t'as 36 milliards d'œuvres dans une même pièce, moi ça me... Et je sais que je ne suis pas la seule à le penser, c'est pas agréable. Alors oui, vous allez voir des œuvres que peut-être vous verrez jamais autrement, ça vous permet d'en voir plein d'un coup, mais vraiment, tu ressors de là, t'as mal à la tête, tu sais plus ce que t'as vu, et vraiment juste c'est vomitif, c'est pas agréable. À la fin de son vlog en Suisse, on voit qu'il fait un petit détour sur Paris avant de rentrer à Séoul. Il en profite pour voir quelques expositions, dont une très intéressante à la collection Pinault, où sont exposés Félix González Torres et Ronnie Horn, qui sont tous deux des artistes conceptuels, investis dans une pratique plastique radicale, moyen plastique souvent minimaliste, et ils contribuent à redéfinir le médium de l'exposition comme une expérience, et on aime ici les expériences, mettant en jeu le regardeur, c'est-à-dire le spectateur actif. Ce sont deux artistes que j'apprécie vraiment beaucoup, tout particulièrement Félix González Torres. Si vous connaissez pas, allez voir, j'en reparlerai. Parce que c'est pas sur lui qu'on va s'attarder cette fois-ci, mais sur l'artiste américaine Ronnie Horn. Son travail montre que la nature des choses ne coïncide pas forcément avec ce dont elles ont l'air. Ce n'est pas un hasard non plus si Ronnie Horn utilise principalement le verre comme médium. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter sur son travail. La première fois que je l'ai vu c'était à la Biennale de Venise il y a plusieurs années. Et en fait, donc on est face à ce bloc en verre qui est opaque sur le pourtour et tout lisse au-dessus. Comme ça a l'air en image, c'est comme ça dans la vraie vie. Ça a l'air d'être de l'eau. Ça a vraiment l'air d'être de l'eau. Et c'est troublant et énervant de pas savoir si c'est de l'eau ou pas. Vous le savez, au musée, il y a une chose qu'il faut pas faire, c'est toucher. Dans ma vie, j'ai touché 2 œuvres d'art. La première, c'est vraiment super nul parce que c'est Jeff Koons. C'est nul, hein, je suis désolée. C'est pas intéressant. Par contre, la deuxième que j'ai touchée, c'est une œuvre de Ronnie Horn. En passant à côté, je me suis baissée légèrement en faisant un mouvement de bras et avec le bout de mon doigt, j'ai effleuré la surface pour savoir si c'était du verre ou de l'eau. Et c'est du verre. Mais en même temps, j'aurais lu le cartel et il y a écrit verre. Et là, je vous le dis, c'est du verre. Mais il faut savoir que quand on est face à l'œuvre, vraiment, on sait pas. Même quand on sait, après, on est dubitatif. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que une fois qu'on a compris que l'œuvre était solide, c'est de savoir qu'en fait, elle est pas vraiment solide.
Parce que dans la réalité, ces œuvres sont dans un mouvement imperceptible. Si je vous dis état matière, vous me dites quoi? Il y a 3 états. Solide, liquide, gazeux. Si on observe le verre au microscope, chaque molécule est identique, mais organisée de manière désordonnée. Or, quand c'est ordonné et cristallisé, c'est état solide, et à l'inverse, quand c'est en mouvement et tout, c'est l'état liquide. Et le verre, en gros, il se situe à mi-chemin entre les deux. Et on dit du verre qu'il est, du coup, solide amorphe. En gros, hein, de ce que j'ai compris. Et donc, du coup, il y a ce petit truc de mouvement imperceptible que vraiment nous, on peut pas voir, mais qui est là. Et à travers son travail, l'artiste s'attache à explorer subtilement les attributions et à mettre en évidence la mutabilité et la diversité. Et revenons à notre date musée avec Namjoon qui a quitté Paris pour retourner à Séoul. Et c'est peu de temps après ce vlog qu'on voit apparaître sur son Instagram une photo d'une des œuvres de Ronnie Horn. On apprend dans l'article du New York Times qu'il a acheté l'œuvre pour 1,2 million de dollars. Et c'est là où ça devient intéressant. Le type, il a 38 millions d'abonnés sur Instagram. Quand il poste une photo en taguant un artiste ou un musée, il y a une vague d'abonnements pour le compte tagué. Là, par exemple, il a fait un truc avec Murakami, il s'est pris genre 20 ou 30 000 abonnements d'un coup. Plein de gens aussi vont visiter les expos où il est allé. Alors j'entends que peut-être tout le monde n'y va pas pour la beauté de l'art et l'envie de visiter un musée et que c'est plus son délire d'aller là où son idole préféré est allé. Quand bien même, on va pas chipoter, les gens vont au musée. Donc ce côté influenceur, culture, art, machin, on est dedans. Maintenant la question c'est quid de la casquette de mécène? Dans un podcast dans lequel il a participé à l'occasion de son passage au Art Basel justement, il parle de ça. Il explique qu'il se considère un peu comme mécène dans le sens où il voit plein de trucs, plein de musées, plein d'expos différentes, et il fait déjà un pré-tri de ce qu'il nous montre sur Insta. C'est un peu son choix d'œuvre, bref. Il explique aussi pourquoi c'est important pour lui d'avoir les œuvres d'art chez lui. I have these precious pieces in my home and I see it every day. I wake up every day in front of it. So I have to be a better one like them. I just don't want to make them feel really ashamed about me. It's really private thing, but it's really funny thing, but it really gives me the standard to live as a better man and as a better adult and a artist sometimes. Et ça, c'est un mindset que j'aime bien. Et en fait, il a pour projet, comme n'importe quel étudiant en HDA, un concept store avec genre un café au rez-de-chaussée et sur les étages au-dessus, sa collection privée. Il partage déjà des œuvres de sa collection à des musées, à des expos ici et là. Il veut pouvoir les montrer au monde et qu'elles soient accessibles à tous et toutes. Dans l'article du New York Times, il y a aussi plein de gens qui sont cités qui expliquent à quel point, avec son compte Insta, il brise les barrières entre institutions culturelles et jeunesse. Ça donne envie aux gens d'aller au musée, ils découvrent des œuvres d'art, surtout des artistes contemporains. Et personnellement, j'ai découvert plein d'artistes coréens grâce à son compte aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo focus sur les artistes sud-coréens, moi je suis chaud. Hein. Et je finirai la vidéo sur une question existentielle. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez féru d'art, que vous aviez l'argent, tout en étant une personne influente et en ayant en plus une CB illimitée? On pourrait aussi faire un musée poubelle dans lequel on mettrait tous les artistes poubelles en rappelant pourquoi ce sont des poubelles. Ça, j'aime bien l'idée. Dites-moi en commentaire. On est là pour rigoler. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. C'est la dernière vidéo en France. Après, on se retrouvera au Japon. J'ai hâte. Et on se dit à la prochaine.